Madame, Messieurs, c'est le dimanche, vous le savez bien, il y a un rendez-vous que vous ne manquez jamais. Et ce rendez-vous, c'est votre magazine Info 7. Et voilà, nous sommes là sur ce plateau pour décortiquer l'actualité de la semaine qui reste dominée par notamment la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Mais aussi le social du peuple congolais continue à faire parler plus d'un Congolais. Et bien pour ce dimanche, pour en parler, décortiquer bien sûr l'actualité de la semaine, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau un philosophe, un théologien. Les politiques passent et donnent leurs avis, décortiquent l'actualité. Aujourd'hui, avec ce théologien, philosophe, l'abbé Marcel Kabongo qui est sur ce plateau, nous allons bien sûr décortiquer l'actualité comme d'habitude. Bonsoir, monsieur l'abbé. Bonsoir Noëlla, bonsoir à tous les téléspectateurs de Congo Web. Alors c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Moi aussi. Vous allez bien? Très bien, vous? Et ça marche aussi. D'accord. Alors, en tant que philosophe théologien, vous suivez aussi de près la situation sociopolitique de l'heure en République démocratique du Congo. Votre réaction? Que pensez-vous de la situation sociopolitique de l'heure au cours de ce deuxième mandat de Félix-Antoine Tshisekedi? Merci beaucoup pour l'invitation. Je crois qu'il est de la responsabilité évidemment du théologien et du philosophe de réfléchir sur la situation du pays, pas comme le ferait un politique, pas comme le ferait un sociologue, mais en insistant sur le côté rationnel. C'est de la rationalité, de la cohérence que le philosophe a besoin de retrouver dans la gestion, dans la gouvernance. Et c'est peut-être là notre cri d'alarme au regard de ce que nous constatons jusqu'à ce jour. Alors, qu'est-ce que vous avez constaté jusqu'à ce jour? Nous avons l'impression que les choses semblent bloquées. Semblent bloquées? Oui. À quel niveau? On a l'impression que les promesses d'il y a quelques années, d'il y a 5 ans, n'ont pas été tenues. Vous parlez des promesses de Félix Tshisekedi? Pas simplement du président de la République, mais de toute la classe politique. De toute la classe politique. De toute la classe politique. Il nous arrive souvent de mettre la charge de l'État sur les épaules d'un seul individu. Ce qui n'est pas cohérent. Ah, comme on le voit souvent, oui, c'est oui, le président de la République, on a mais c'est lui les l'impression. garants, le premier Congolais. C'est supposé que toutes ces personnes sont dans la vision du président de la République. Exactement, il faut être dans la vision, mais il faut être en même temps capable de répondre de manière efficace à cette vision. C'est-à-dire, quand on dit qu'on est dans la vision du chef de l'État, on doit être à même de l'aider effectivement à réaliser cette vision. C'est-à-dire que celui qui doit être responsable de tout, parce qu'il est le chef. Je ne suis pas trop dans cette pensée quelle est votre solipsiste, où on pense que c'est le chef de l'État qui est responsable de la gestion du pays au quotidien. Je crois que c'est une analyse assez biaisée. Parce que ce n'est pas le chef de l'État qui contrôle les avenues. Ce n'est pas le chef de l'État qui contrôle les communes. Il y a une certaine architecture au niveau de la gouvernance d'un État. Mais il doit veiller, non? C'est une responsabilité collective. Et on ne peut pas développer un pays en doigtant un seul individu. C'est justement ça la question. C'est ça, c'est cette... Je parle même de la défaillance collective, une défaillance nationale. Aujourd'hui, les gens peuvent... Vous trouvez des gens incapables de balayer leur propre maison pour dire que le pays va mal. Mais on ne peut pas faire avancer un pays en jetant tout le monde jette les pierres sur les... Mais vous ne pensez pas, c'est parce qu'on a l'impression que l'État n'est pas là? Parce que même dans une famille, c'est le père qui est le premier responsable, c'est comme un pays. Et le père a l'obligation de veiller sur le respect des instructions, bien sûr. C'est une bonne comparaison, mais je crois qu'elle est très minimale. Okay. Elle est très minimale parce qu'on ne peut pas comparer un État à une famille. Et même au cas où on le ferait, mais nous avons des familles où on a des Koulouna. Les Koulouna ne sont pas descendus du ciel. On parle d'un père responsable. Pas toujours. Pas toujours. On parle d'un père responsable qui connaît... Pas toujours. Moi, je connais des parents responsables, mais dont les enfants ont été carrément égarés.
Parce qu'il y a une complexité d'éducation aujourd'hui. Il y a l'éducation familiale, l'éducation de la rue, il y a l'Internet, il y a tout ce que les masses médias produisent aujourd'hui. C'est une forme d'éducation. Et quand vous mettez toute la responsabilité, c'est vrai, il y a la part du père comme responsable, mais aussi de la mère. Donc les parents sont responsables, mais pas toujours à 100%. Déjà la RDC avec ce régime, c'est-à-dire que c'est le Premier ministre qui gère. D'après la Constitution, et malheureusement les peuples congolais n'avons pas la culture de la lecture, la Constitution dit que c'est le Premier ministre qui est le chef du gouvernement. En réalité, c'est lui qui doit répondre aux interrogations au quotidien. Mais qu'est-ce qu'on fait? Par nos tendances politiques, tribales, ethniques, on essaie d'isoler un seul individu pour lui jeter des pierres. Mais au finish, qu'est-ce qu'on récolte? Et qu'est-ce qu'on récolte? Rien du tout. C'est l'échec collectif. C'est ici qu'on trame, on se plaint, mais on ne se pose pas de questions de fond, on ne se pose pas de questions essentielles, on ne se pose pas de questions vitales. Pourquoi le pays ne marche pas? Ce n'est pas parce qu'il serait du président. Parce que et c'est pourquoi alors? Simplement parce qu'on a éteint la pensée. Au Congo, nous avons tous l'impression que ceux qui devraient parler ne parlent pas. On a donné la parole à tout le monde. Les médias sont devenus le seul couloir où les idiots et les savants peuvent se côtoyer. Les médias. Les médias. Quand vous êtes sur Internet, c'est tout le monde qui écrit. Et on ne sait pas différencier qu'est-ce qui est essentiel. Et c'est tout le monde qui devient donneur de leçons. Et voilà. Et dans une société où tout le monde donne des leçons, ça signifie qu'il n'y a pas de référence. Et une société sans référence... À qui la cause alors? C'est à la fois factuel et conjoncturel. C'est-à-dire que nous sommes portés dans un système, dans un faux capitalisme. Évidemment, nous sommes dans le capitalisme, mais le capitalisme tel que pensé par les Occidentaux, ce n'est pas la même chose. Nous sommes entrés dans un système où l'Afrique ne peut pas aujourd'hui reconstruire son histoire. Nous avons des étapes par lesquelles les autres sont passés et que nous avons sauté. Vous voyez? Quand vous regardez, vous avez l'Antiquité, vous avez le Moyen-Âge, vous avez les temps modernes, vous avez l'époque contemporaine, et aujourd'hui on parle de l'époque informatique. Mais quand vous regardez l'histoire africaine, nous partons d'où vers où? Nous sommes venus de nulle part vers nulle part. Et là, on est en train de naviguer presque dans les vides. Mais aujourd'hui, on accuse aussi, vous, les hommes des dieux, hein, quand je parle. Vous êtes prêtre. Alors, on parle des hommes des dieux, des pasteurs, des autres, d'être aussi responsables de la situation que traverse aujourd'hui la RDC. Mais plus on voit l'Église catholique au centre. Êtes-vous d'accord avec ce point de vue? D'abord, je tiens à préciser que l'Église catholique, je ne prends aucun risque de me tromper. C'est la meilleure église. C'est la meilleure église. La meilleure. La meilleure. Selon M. Je ne dis pas la seule, Marcel. mais j'ai dit la meilleure parce que au côté de la foi, elle y met de la raison. Elle y met de la rationalité. Quand vous voyez toutes les questions que l'Église catholique aborde, c'est avec des réponses claires et solides dans la durée. Ce n'est pas pour rien que cette église a plus de 2000 ans. Dans la durée. C'est pas n'importe quoi. Je sais que nous sommes dans un pays où aujourd'hui, je compare toujours Kinshasa à un grand marché du religieux. Vous voyez, vous entrez dans un grand marché et vous trouvez beaucoup de vendeurs, chacun propose ses produits, ses recettes, ses techniques de guérison, de salut. Et si l'acheteur n'est pas connaisseur, si l'acheteur n'est pas bien instruit, il fera certainement de mauvais choix. Il choisira peut-être quelque chose de piraté. Et il y a deux fois. Aujourd'hui, on a une foi piratée. Une foi piratée, qu'est-ce que vous voulez dire? On a des prédications piratées. C'est-à-dire que ça n'a rien à faire avec... Même au sein de l'Église catholique. Hein? Non. Alors, vous parlez. L'Église catholique reste... Vous parlez de la religion. Je parle du fait religieux tel qu'on le vit aujourd'hui à Kinshasa. Okay. Donc, vous posez même la question de savoir quelle est la référence. Est-ce que c'est Dieu ou c'est les pasteurs? Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez les médias, tous les médias, toutes les télévisions, vous trouvez des prédications. Mais regardez, écoutez, analysez, structurez tous ces discours.
vous allez vous poser la première question, c'est de savoir de qui on parle. Le pasteur parle de lui-même ou de Dieu. Alors, comme vous parlez des pasteurs qui parlent ça d'eux-mêmes ou de Dieu, prenons les cas de différentes sorties devant la masse, devant les fidèles, du cardinal Fridolin Ambongo. Il parle de qui? En quelques mots, dites-nous. Je suis d'ailleurs, je suis fier d'avoir été son étudiant. J'étais l'étudiant du cardinal Fridolin Ambongo à l'Université catholique de Kinshasa. Alors aujourd'hui, toutes les interventions du cardinal sont pédagogiques. Contrairement à ceux qui pensent qu'il est dans un tissu politique, c'est faux et archi faux. Ah, il n'est pas dans un tissu politique. Le cardinal ne fait pas de la politique. Le cardinal est au-dessus de la politique. C'est une référence morale. Je vous informe que le cardinal, c'est un théologien moraliste. Et quand il fait une communication, je pense qu'autour de ceux qui gouvernent, il doit y avoir une seule question. Quel est le fond? Quelle est la quintessence? Quel est l'objectif fondamental poursuivi dans ce message? Quand le cardinal pose le problème de l'armée, mais c'est ce que nous disons tous les jours. Et quand il est revenu sur cette rébellion avec Corneille Nangaa? Je dis que c'est pédagogique. Ah, c'est pédagogique. C'est un doctus. Il enseigne. Il pose des problèmes de fond. Pourquoi? Mais je vous pose la même question. Est-ce que vous pouvez trouver rationnel que monsieur comme Corneille Nangaa, qui a été politique au Congo, qui a organisé les élections, qui est passé sur les médias pour confirmer que c'est monsieur Félix Antoine Tshisekedi qui a gagné ces élections, devienne rebelle? Où on a peur d'assumer certaines choses, où on veut simplement vivre, on veut camoufler la vérité. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Comment est-ce que les cadres du MLC, un cadre du MLC, j'ai vu d'autres, peut-être je crois, doit être un cadre du MLC. Jean-Jacques Mamba. La question essentielle pour moi, c'est ici. Qu'est-ce qui motive ces gens à aller dans la rébellion? Alors, on va parler, parce qu'il y a tout un dossier pour la situation sécuritaire dans la partie Est. Madame, Messieurs, nous allons prendre ce premier dossier de notre rendez-vous de la semaine. La problématique des inondations, je l'ai dit, c'est vrai, quand vous voulez voir les causes des inondations dans la ville, une des causes, c'est les déficits en termes des assainissements. Dans la ville de Kinshasa, la plupart des assainissements que nous avons, c'est des assainissements du temps belge et qui était un système enterré, qui est complètement saturé aujourd'hui, sur lequel on ne peut pas compter. Maintenant, on est en train de faire de nouveaux systèmes de drainage à ciel ouvert qu'on est en train de construire. Mais nous avons un déficit en termes de systèmes de drainage. Ça, c'est une des causes principales. Et c'est notre ministère, ayant compris ça, a mis en place un mécanisme de recrutement pour recruter un consultant pour que nous puissions supprimer ces gaps que nous avons en termes de système de drainage. Il y a un travail qui est en train d'être fait. Mais ce qui existe, nous faisons les tirages. Mais il y a aussi l'incivisme qui fait que vous faites aujourd'hui, demain c'est plein. Quand il pleut, l'eau déborde, ça crée des inondations. Donc il y a un travail de sensibilisation, un travail de vulgarisation qui doit être fait, non pas seulement par l'OVD. Je crois qu'à un certain moment, nous avons même fait des spots pour sensibiliser les gens. Donc il y a ce travail qui doit être fait par toutes les autorités municipales, urbaines, qui doivent nous accompagner dans ce travail. Il y a l'incivisme. Les gens qui ont construit des constructions anarchiques, qui ont construit sur les collecteurs. Il faut casser ça, absolument. Nous avons des exemples. Je crois que si je demande au DPK de citer quelques exemples, je crois le gouverneur Gekoko nous avait aidé à casser à Kalamou, n'est-ce pas? Ça aussi, il y a le civisme qui fait que on avait visité ici le répartiteur de la... Je crois que le président était venu là-bas, le premier ministre. Il y a des constructions qui sont sur les collecteurs. Beaucoup de gens se disent, ah, mais pourquoi? Pourquoi il y a un problème. L'avenue TP, où on a loti, il y a pas... Normalement, ce n'était pas des zones où on devait lotir. C'est là où on doit faire les caniveaux. Mais les gens ont construit, c'est des petites ruelles comme ça. Ils ont obstrué les caniveaux. Quand il pleut, vous avez un problème
vers Forgeron là, avec les ponts. Et l'eau arrive, c'est comme ça, parfois, bon, l'Arabie Saoudite. C'est ça. Donc, il y a des problèmes qu'il faut voir pour résoudre ces problèmes d'inondation. Les dégradations des routes ne laissent pas d'espace à la capitale congolaise. Sur la liste des artères touchées par cette situation, la célèbre avenue Sayo des Kassavo-Bourélien ainsi plusieurs communes n'est pas épargnée. La population déplore cet état des choses. Cependant, face à cette impraticabilité, les usagers invitent les autorités compétentes à la réhabilitation de cette route. Vraiment. Situation où est Oumeli combien de temps? Une année, 5 ans. La réhabilitation de certaines routes et la construction des routes modernes à Kinshasa seront comptées parmi les grands défis à relever pour les prochains gouvernements en formation. Doit-on aller ou pas à la vaccination contre la variole des singes? La question a été au centre des exposés des experts au terme du deuxième jour de la réunion régionale d'urgence de haut niveau sur les Mpox en Afrique. Les délégués de différents pays africains touchés par l'épidémie de Mpox, ainsi que les différents partenaires, entre autres l'Organisation mondiale de la santé et African DCD, ont évoqué la nécessité de créer un consortium afin d'unir les efforts pour éradiquer les Mpox à travers l'Afrique, ce qui passe nécessairement par l'encouragement de recherche sur la maladie qui n'a pas encore de médicaments, affirme professeur Nadège Kabamba, coordonnatrice de la commission de coordination Une Santé en RDC. C'est une réunion de haut niveau qui réunit les différents pays de l'Afrique qui sont concernés par l'épidémie de Mpox. Alors aujourd'hui, il était question de continuer ce qu'on a eu comme activité hier. On a discuté autour, oui ou non, si on doit utiliser les vaccins. On nous a donné tous les éléments qu'il fallait avoir pour orienter l'option à lever. Si oui ou non, on doit aller vers la vaccination. On a également discuté au sujet de l'implication de la communauté dans la réponse à apporter au Mpox. Parce que la maladie commence dans la communauté et elle s'arrête également dans la communauté, d'où la nécessité d'impliquer la communauté afin qu'elle puisse être réellement une partie prenante pour résoudre la question Mpox. Alors il s'agit également de parler de la recherche. On ne peut pas répondre à une épidémie, à une maladie, si on n'a pas des évidences scientifiques. Est-ce qu'on doit aller dans les sens d'avoir une attention particulière sur cette épidémie parce que beaucoup de pays sont concernés. Donc c'est un peu ça. Donc la réunion technique va permettre d'apporter beaucoup d'évidence, beaucoup de données pour que nos différents ministres puissent décider, lever l'option que nous allons prendre pour apporter une réponse qui soit efficace au Mpox en Afrique. Les experts ont également soutenu le renforcement de la surveillance épidémiologique sur le plan national ainsi qu'au niveau des frontières. Cette réunion régionale d'urgence de haut niveau sur le Mpox est organisée par le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention en collaboration avec l'OMS ainsi que de partenaires techniques et financiers dont l'USAID à travers son projet Breakthrough Action. Les musulmans de la ville de Kinshasa ont célébré cette fête de l'aide marquant la fin du Ramadan. C'est dans toutes les mosquées disséminées à travers la capitale. Au terme de cette célébration, ils n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. Wata ujal baista inisa twata ilai sabila. Eliboso to komisia la kolo ya molongo nzambe wa batelaka komisaka bato na destination. Kara mezali voyage kolongo na ebandeli ko makino na suka. Ezali lokola muto kaitsa na kati ebale kolongo ezalaka na eseko meko koma nzambe nde ayebaka moto akomi lelo mokolo ya Ramadan ezali mokolo oyo akokumisa nzambe nde akomisi ye poza na volonté na ye te
nzambe aleki na obstacle nyonso akomi solo na mokolo ya Ramadan. Maloba tolo ba musulman mokolo lelo ezali fête ya halal, fête ya malamu. Ezali fête ya haram te, ya mema yango na ndenge ya mabe. À cet effet, l'imam Fouamba a émis les vœux de voir toute la communauté musulmane cultiver l'amour du prochain. Le chef spirituel des musulmans a également demandé au gouvernement de la République de soutenir les femmes évoluant dans la partie est de la République démocratique du Congo, victimes des atrocités. Nous avons aux musulmans, c'est de rester dans la droiture, de rester dans la même position et la même piété, la crainte de l'Éternel qu'il manifestait pendant le mois de Ramadan. Ça doit continuer, même après le Ramadan. Parce que nous, on n'adore pas le Ramadan, mais nous, plutôt on adore les dieux des Ramadan. Alors, ils doivent observer. Donc, la même crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils doivent aussi cultiver l'amour comme c'était pendant le mois de Ramadan. Nous étions unis, nous étions de frères. Alors que cette fraternité continue même après le mois de Ramadan. Et nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala de restaurer la paix à l'est de notre pays, parce qu'il est Dieu de la paix et il nous recommande de vivre toujours en paix. Il est capable de rendre l'impossible possible. Débuté le 10 mars dernier, la période sainte des musulmans, notamment le Ramadan, s'est clôturée ce mercredi 10 avril 2024 en République démocratique du Congo comme partout ailleurs. Monsieur l'abbé Marcel Kabongo, vous êtes bien sûr théologien mais aussi écrivain. Vous avez un livre en cours intitulé Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, un pouvoir politique sous le prisme de la religion. Alors, exactement. Que peut-on retenir de cet ouvrage qui va apparaître certainement d'ici peu? Incessamment, oui. C'est un ouvrage dans lequel je montre l'importance de la religion, notamment dans les élections passées. Dans les élections de 2023 ou 2018? Que ce soit en 2018, que ce soit en 2023, où je montre que le président Félix Tshisekedi, s'il a été élu, au-delà peut-être de l'aura politique de son père, qui est une figure incontournable de la politique congolaise, au-delà aussi de l'importance, oui, de la vitalité de son parti politique UDPS, au-delà aussi des alliances politiques avec les autres ténors de la politique congolaise. S'il est passé, c'est aussi grâce à sa foi. À sa foi. À sa foi, comme chrétien, comme croyant. Et on le voit, on l'a vu dans plusieurs gestes et paroles, qu'il est vraiment quelqu'un qui est un homme profondément religieux. C'est quelqu'un qui ne cache pas sa religion, qui s'exprime, qui l'exprime sans restriction. Et parmi les faits, il y a par exemple l'invitation du pape. Au Congo, ça a été un événement religieux de très grande importance pour l'Église catholique, mais aussi pour les peuples congolais. Pas seulement le peuple congolais, parce que c'était le monde entier qui avait le regard tourné vers la RDC. C'est pourquoi j'ai dit l'Église catholique. Et il y a également, je crois que ça doit être le 22 ou le 23 juin 2020, où il consacre l'État congolais entre les mains de Dieu. C'est assez expressif pour montrer toute sa foi et toute sa religiosité. Donc je montre effectivement que c'est Félix-Antoine Tshisekedi, c'est une référence dans la quête aussi du pouvoir. Si on a toujours pensé que pour accéder au plus haut niveau, il faut toucher à des trucs. Entrer dans les loges. Entrer dans des trucs, oui. Et je ne peux pas citer là pour faire leur publicité. Et là, vous avez quelqu'un qui monte les échelons au nom de la foi et comptant sur Dieu et jusqu'au plus haut niveau. Donc, c'est ça. Alors, c'est un ouvrage de combien de pages? 143 pages, avec 2 chapitres. Je montre les alliances avec les confessions religieuses, les kimanguistes, les musulmans. Il a été présent dans toutes les grandes cérémonies de ces églises, et ce qui a aussi impacté sur son électorat.
Et vous savez que les Kimanguistes, c'est plus ou moins 17 millions d'habitants. Donc quand vous avez déjà 17 millions d'électeurs, c'était assez énorme pour lui et ça lui a facilité effectivement la tâche. Et ça vous a pris combien de temps pour rédiger cet ouvrage de production? Ça m'a pris pratiquement 3 ans. 3 ans. 3 ans, il fallait analyser les gestes et faits, paroles, mouvements. Vous l'observez dans des séances de prière, dans plusieurs églises. Son attitude, son approche de Dieu et sonder son entourage. Donc, je comprends bien, c'est un ouvrage qui met juste l'accent sur les actions le comportement spirituel. Le comportement spirituel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pendant son premier mandat. Okay. Et nous avons même postulé, nous avons même envisagé son avenir, comment les deuxièmes mandats se décident. Ah, vous l'aviez décrit dans cet ouvrage? Oui, Et qu'est-ce que vous avez dit? C'est une prophétie ou quoi? Non, c'est pas de l'ordre de la prophétie, c'est simplement de l'ordre de la raison, de la rationalité, de la phénoménologie religieuse. Et qu'est-ce que vous avez dit en ce qui concerne le deuxième mandat qui a commencé déjà? Sur le plan spirituel, je crois qu'il va affermir sa foi davantage. Plus il s'assoit dans ce pouvoir, plus il affirme aussi sa foi. Et je crois que si autour de lui, tous les pasteurs qui font du travail autour de lui, il y en a un grand nombre qui lui soufflent à l'oreille. Vous avez vu même lors de la prestation des serments, ils sont quand même passés pour un culte œcuménique. S'il continue à compter sur la prière, sur Dieu, je crois qu'une lumière peut descendre. Est-ce que vous envisagez de traduire cet ouvrage dans les 4 langues nationales? Non, c'est de la réflexion théologique. Et ça sera difficile et ça prendra vraiment beaucoup de temps pour traduire ça en lingala, en d'autres langues locales. Et quand est-ce qu'il sera vraiment mis à la disposition du monde scientifique et sera-t-il gratuit? Non, il sera gratuit. Ou ça sera un prix presque dirigé? Je pense qu'avec avec la maison d'édition Noraf, on est en train d'étudier. Parce qu'il faudra, c'est vraiment important de comprendre les faits religieux. Comme je le disais, vous voyez, Kinshasa aujourd'hui, c'est pas simplement Kinshasa et Congo, c'est comme un supermarché du religieux où tout le monde essaie de vendre son produit. Et dans ce livre, c'est pour moi une référence et une pédagogie spirituelle. Je montre effectivement aux jeunes ou à tous ceux qui aspirent à des hautes fonctions, que Dieu seul est le maître de l'histoire. Dieu seul peut vous mener comme il l'a fait avec David. Il peut vous élever. Et la Bible dit déjà que toute autorité vient de Dieu. Exactement, exactement. Même si certains hommes en font les abus. Mais c'est ça justement que je voudrais moi souligner, que Félix Tshisekedi... C'est un peu du genre un rappel que vous êtes en train de faire à tous ceux qui croient. Pas un rappel, mais peut-être un itinéraire spirituel que je trace, en me référant à un individu, un homme, notre contemporain, le président de la République. Alors, ok, madame, monsieur, donc apprêtez-vous pour tout chrétien ou les amoureux de la lecture, le scientifique du monde congolais, à donc vous procurer cet ouvrage qui va donc apparaître incessamment et qui sera dans les différentes bibliothèques de la République démocratique du Congo, pourquoi pas aussi ailleurs? Oui, ça sortira certainement. Alors, cet ouvrage que j'ai entre mes mains est intitulé Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, un pouvoir politique sous le prisme de la religion, préfacé par qui? Il sera préfacé par le professeur... C'est pas un secret. Non, c'est pas un secret. Je suis en train de chercher 2 professeurs qui se sont déjà donnés. Donc, il y aura un qui va préfacer, et le professeur Kalombo de l'UPC, qui va lui préfacer et postfacer par un professeur de l'UCC. De l'UCC. Oui. Alors, à très bientôt dans les bibliothèques de la République démocratique du Congo et aussi au-delà des frontières du pays. Cet ouvrage qui met l'accent sur la religion et le côté spirituel du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Alors, nous parlons, vous avez suivi ces différents éléments diffusés la semaine sur les antennes de Congo Web Télévision. Infrastructure. Vous êtes à Kinshasa. Pour ne pas parler de la République démocratique du Congo, parce que ce problème d'infrastructure se pose un peu partout. Mais vous avez suivi les inquiétudes, non seulement du côté des infrastructures, qui manquent presque à la capitale congolaise, mais à cela s'ajoutent donc les inondations. Votre réaction?
J'ai le pressentiment que nous, les Congolais, nous ne savons pas exactement ce que nous voulons. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est quand vous regardez le comportement des Congolais, vous posez la question s'il y a une dose de rationalité dans ce qu'ils font. Je reviens sur le plan des infrastructures. Avant de chercher de très grandes infrastructures, mais quelle est la gestion de peu d'infrastructures que nous avons? C'est un grand problème. Je crois que dans la philosophie sociétale, nous avons deux rationalités. Nous avons d'abord une rationalité personnelle. C'est-à-dire, c'est la manière dont la personne se gère au quotidien, gère son entourage, son environnement. Et ça manque? Vous voulez dire que ça manque? Gravement. Ça manque gravement ou au Congolais? Je prends l'exemple, la dame qui fait les activités commerciales. Pas seulement elle, mais il y en a encore beaucoup d'autres. Les dames comme les hommes. Vous trouvez quelqu'un qui se plaît à vendre dans la saleté. Combien de fois attend le gouverneur, qui attend le président de la République? Combien de fois avez-vous déjà vu les gens marcher parce qu'il y a la saleté à Kinshasa? Et combien de déclarations nous avons eues des élus, des députés nationaux, provinciaux? Ce n'est pas leur problème. Et là, je dois vous révéler une chose. Dans toute spiritualité... Qu'est-ce qui se passe? Dans toute spiritualité, la saleté est l'allié du démon. La saleté est l'allié du Satan. La saleté est l'allié des sorciers. La saleté est l'allié des occultistes. Et qu'est-ce que vous voulez nous dire en parlant de Kinshasa, parler de la saleté, qui est une lignée des sorciers, des occultistes? Expliquez-moi comment est-ce qu'on peut s'accoutumer à vivre dans la saleté. Du moment que la saleté ne fait mal à personne, ça signifie que nous sommes dans une ensorcellerie collective. Ah, donc Kinshasa est dans une ensorcellerie collective. Exactement, je le confirme. Donc même le président de la République qui vit à Kinshasa, tout le monde, toutes les autorités... Vous n'allez pas me dire que le président de la République, quand il quitte l'aéroport jusque chez lui, il ne voit pas de la saleté quelque part. Vous n'allez pas me le dire. Et qu'est-ce qui se passe? Je prends des cas en Kabana. Vous avez la route qui va vers Kingasani, à partir du quartier 1 jusqu'à Kingasani. Vous voyez des gens, des véhicules qui vont déboucher les caniveaux. On sort toutes les saletés, mais qu'est-ce qu'on fait? On les laisse traîner pendant une semaine. C'est pour que ça sèche, c'est ce qu'ils disent. Ça sèche comment? Est-ce que pour mettre des immondices dans un camion et puis aller les jeter là, il faut que ça sèche? Non. Et même pendant la saison sèche, ils ont fait la même chose. Et plus le temps passe, les mêmes immondices se retrouvent. Non, j'ai dit que c'est une saleté entretenue. Par qui alors? Ah oui, pour moi c'est entretenu. Par qui? Qui entretient cette saleté? Ah oui, mais au-delà de la rationalité personnelle, il y a la rationalité collective. Et nous avons des dirigeants. Dites-moi comment est-ce que nos dirigeants peuvent s'accommoder à la saleté? Comment est-ce qu'ils peuvent tolérer la saleté? Regardez la saleté comme si elle ne faisait mal à personne. La saleté est maintenant même visible à l'œil nu. Hein? Je donne un exemple. Kingasani, je crois, au niveau de Kingasani Asuka, juste à côté de la commune, il y a une montagne de saleté. Mais le bourgmestre de cette commune, c'est quand même une autorité. C'est quand même une autorité. Je ne donne pas... Il entre, il voit la saleté. J'ai dit que c'est à côté de la commune. À côté de la commune. C'est à côté de la commune. C'est quand même grave. À Kingasani. Tout le monde passe par là, tout le monde regarde. Et juste à côté de cette saleté, il y a des mamans qui vendent les pains, qui vendent les boudins. Je vois vers Kimbanseke, la commune de Kimbanseke. La commune de Kimbanseke, juste à côté de la commune de Kimbanseke. Oui. Juste là, à côté, il y a les mamans qui vendent les boudins. Il y a des mamans qui vendent. Et il y a aussi des Congolais qui viennent manger, acheter tout ce qui est vendu là. Mais tous ceux qui habitent ce coin, la périphérie de Kinshasa. Oui, ils se ravitaillent là-bas. Donc vous achetez un pain à côté de la saleté. Et ça ne vous dit rien. Et grave, même là où il y a des odeurs nauséabondes, on y trouve quand même des gens qui viennent manger. Soit c'est quelque chose fait à dessein pour maintenir le peuple dans l'obscurantisme, dans une sorte de... je peux parler d'une sorcellerie collective. On est envoûté, on est ensorcelé. Non, on envoûte toute une population, c'est ce que vous voulez dire. Mais quand vous vous habituez à la saleté, vous êtes sorcier. Pas des marches pour des saletés, pas des marches pour des infrastructures, pas des marches pour des inondations, mais des marches pour des individus, aller manifester devant la Cour constitutionnelle, au Parlement. C'est justement ça la sorcellerie. Parce que la sorcellerie vous empêche de réfléchir par vous-même.
elle vous empêche de réfléchir par rapport à vos intérêts. Regardez un sorcier. Un sorcier va bouffer, va manger quelqu'un le plus riche de la famille. Pas pour que lui soit riche, mais simplement pour que la famille souffre. Vous voyez? Et c'est justement ça qu'on observe. Quand vous laissez les gens dans la saleté, et en entre-temps, on n'a pas d'hôpitaux. S'il y en a, c'est... Il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de courant. Il n'y a pas d'eau. Vous imaginez. Et même ça, la commune de la Gombe qui était une référence hier. donc, vous voyez, ça, bon, moi, j'ai fait une approche théologique et philosophique. Les infrastructures, mais qui est-ce qu'on va interpeller? Parce que si on doit interpeller les gens pour les infrastructures, on va commencer à partir d'en haut. Par du président? Oui. On doit interpeller le président. Mais c'est lui le garant de la nation. C'est le garant de la nation. Il nous dit pourquoi il y a autant de saleté. Il passe. Bon, moi, je n'ai aucun problème avec lui. C'est même pour un personnel. Moi, je ne suis pas politicien. Mais lui, il passe par là. Il y a ces services qui passent par là. Mais comment est-ce qu'il peut laisser... Cette route-là n'a pas de lumière. Et là, c'est une route qui va vers l'aéroport. Pas seulement, c'est la plus non, je pense seulement l'aéroport. Oui, c'est quand même le lieu qui doit être le plus sécurisé. Mais cette route qui mène vers l'aéroport, vous avez le courant une fois la semaine. Il y a ce niveau, il y a aussi... Mais en entre-temps, nous avons les barrages. Au niveau, avant d'arriver même à l'aéroport, là, des accidents aussi. C'est régulier, c'est fréquent. Mais ça... On dirait que la vie des Congolais n'a aucune importance. Hein. Mais quand vous êtes ensorcelé, quand vous êtes mis dans une nébuleuse qui ne se dit pas clairement, comment allez-vous comprendre que votre vie a un sens? Votre vie n'a pas de sens. Votre vie n'a... Et au niveau individuel, si vous-même vous ne savez pas lutter pour que votre environnement soit propre, ça signifie que vous-même vous ne donnez aucun sens à votre vie. Non, mais c'est ce qu'on constate quand quelqu'un vient exercer son petit commerce dans la saleté, c'est-à-dire que... Je prends un exemple. Je ne fais pas de la publicité pour quelqu'un. Je me rappelle que quand j'étais au séminaire, j'étais en théologie à Malolé, du coup dans les années 2000. Il y avait une paire de gouverneurs, Claudel Loubaya et Maker, qui était vice-gouverneur. À leur nomination, ils ont pris juste une décision. Tous les magasins doivent être repeints. Et 2 mètres devant les magasins doivent être bétonnés. Dans moins de 2 semaines, ça a été fait. Ça a été fait. Et la ville était belle. Donc aujourd'hui, on peut dire que le problème... Vous me dites, donnez-moi une seule décision. C'est l'État. C'est l'État. Parce qu'on a autant d'audits, par exemple, pour Kinshasa. Maison sonore, on a des audits. Je ne suis pas... Pour la salubrité, il y a des audits. Non, je n'aime pas parler de l'État. Le mot État me fait peur. Parce qu'en fait, c'est un terme vide dans lequel on doit mettre des choses. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Oui, mais quand on dit État, ça veut dire quoi? Et ça devient un chant. On chante comme ça. Quand on trouve des défaillances à la fois collectives et personnelles, on dit c'est l'État. C'est pourquoi moi je n'aime pas engager l'État. Je vais parler peut-être des structures de gestion. Prenons le gouvernement de Kinshasa. Prenons les mandats à part quelques actions d'éclat du vice-gouverneur Jekoko Moulumba que j'ai salué en passant. Donnez-moi quelle a été une décision ferme et qui a été exécutée. Prenons Kinshasa 0 tour. Où est-ce que nous en sommes? Kinshasa 0 tour, c'était Samalo Kondé. Hein. Où est-ce que nous en sommes? Okay. Prenons, on a pris une décision ici, il fallait débarrasser toutes les routes des caracasses des véhicules. Quel est le bilan? Okay. Donc, ça veut dire que nous avons des gens qui sont placés là où ils ne devaient pas être, en réalité. Parce que la gouvernance, ce n'est pas simplement la prévoyance, mais c'est aussi les suivis. Au quotidien. Un bon chef doit avoir des rapports. Et un bon chef doit être capable de contrôler, d'avoir le rapport du rapport. Et ça manque. Quand vous regardez... Oui, c'est-à-dire, vous envoyez des gens... Vous donnez un dictat, vous demandez aux gens d'aller faire un travail, ils font ce travail, ils font un rapport, mais vous devez avoir le rapport de ces rapports. Et ça, c'est un échec collectif, encore.
Alors, madame, messieurs, nous allons prendre ce deuxième dossier problématique de embouteillages dans la capitale de la République démocratique du Congo, la police nationale congolaise. Alors, les Quinois assistent presque régulièrement maintenant au scandale avec les hommes en uniforme qui désormais utilisent leur smartphone, leur téléphone, pour filmer. Alors, ben, il y a quelqu'un qui disait qu'ils ont reçu ce téléphone pour filmer, mais qui doit-on filmer et comment le faire? Nous allons en parler juste après ce dossier. Il y a Oyo, Bazana prison, Bango Bazoze la condamnation, Bakende la prison à Bango na Angenga, et si Kabakozwa moyen ya kozwa visite président facilement. Les condamnations ndenge tout le monde ekozala ya mwa mingi. Baoyo bazana bakacho oyo ya vrai parce que emisaki bino kokanga innocent. Oyo véritable komuna batete d'affiche wana misusu bazokende matavion yango communication ya lelo ezali ete nyonso oyo bazala bakacho na bino bakoko mawa lodi na poko. Le premier embarquement aura lieu avec le concours des services nationaux. Bawana pe bazokende kane makasisi. Biloko wana eza continuer ko réduire sensiblement phénomène kuluna kuna na basité. Lendi biso ba tumesani kokuta nao te tozana séjour en bourse avec les unités GMI qui seront désignées, chacun avec son arme et matériel de PNC pour assurer la population à un plateau que Kimia et Sezonga par rapport à phénomène Mobondo. Tous les bureaux exécutifs provinciaux du SINAMED sont invités à tenir des assemblées générales. L'appel est du bureau exécutif national. Il sera question d'établir sur la situation de précarité dont font face le médecin de service public de l'État. Une préoccupation qualifiée ici d'urgente. Le SINAMED ASBEL n'a pas non plus manqué de soulever l'épineuse question du comportement agressif de la police nationale congolaise qui devient de plus en plus inquiétant. Le comportement agressif de la police nationale congolaise, particulièrement la police de circulation routière, énerve la corporation médicale qui ne supporte plus cette maltraitance. Des réactions appropriées en étude seront proposées pour faire face à cette maltraitance par la police. Retard de paiement qui devient chronique et qui ne fait qu'aggraver la situation de précarité des agents et fonctionnaires de l'État. Le SINAMED ASBEL demande à tous les bureaux exécutifs provinciaux d'organiser des assemblées générales face à cette urgence vitale et à lui transmettre dans le meilleur délai leur position à intégrer dans un cahier de charges. Le SINAMED ASBEL renseigne qu'il ne ménagera aucun effort afin de lutter contre les inégalités sociales dans la répartition de la richesse nationale. Préoccupés par la décision prise concernant le désengorgement des différentes prisons de la RDC, ces élus du Nord Kivu sont venus s'enquérir auprès de la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo Kessé, de l'exécution de cette décision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur le dépeuplement de plusieurs prisons du pays pour un bon fonctionnement de l'appareil judiciaire. Cette délégation, conduite par l'honorable Jacques Safaringazi, président du caucus Nord Kivu, a également évoqué les cas des personnes arrêtées en province et qui sont transférées dans les prisons de Kinshasa, d'Angenga et autres sans bénéficier de leurs droits de visite. Sans interférer dans l'administration de la justice, les députés du Nord Kivu ont exprimé les désarrois des familles qui sont sans nouvelles de leurs proches prisonniers une fois transférés à Kinshasa. Le gouvernement a rassuré les populations au travers ses élus sur sa détermination à désengorger les prisons et à
assurer les contacts entre les familles et les prisonniers transférés dans la capitale. Notons que l'élu de Walikale, Michel Moto, a également pris part à cette séance de travail. Il était l'homme le plus attendu ce mardi 9 avril au siège national du parti au pouvoir, après l'annonce quelques heures avant de son entretien avec les organes de base et autres structures du parti. En effet, c'est dans la soirée qu'Augustin Kabouya est apparu ce jour devant cette base de l'UDPS vêtue de noir, en solidarité avec les populations de l'Est de la RDC, victimes de la guerre d'agression par le Rwanda via ses supplétifs. Observer une minute de silence en mémoire ya bande konabiso bazako boma tous les jours na est ya mboka nabiso. Clarifiant la procédure instituée quant à la gestion des ambitions, le secrétaire général de l'UDPS souligne l'occasion en or pour chaque membre de l'UDPS de faire valoir ses capacités. Aujourd'hui, nous avons mis en place une commission de gestion des ambitions. Tous ceux qui faisaient des bruits, Kabouya Zote Kabapos Yaba combattant, le moment est venu pour que chacun de nous amène son CV qui nous prouve de quoi il est capable. Mais la nouvelle qui fera éclater la polémique sur la toile, c'est le désistement du chef des troupes de l'UDPS au poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale, alors qu'il s'était déjà déclaré preneur à la grande satisfaction de la base. En tout cas, ce morceau lâché par Monabouté a été difficilement avalé. Je ne serai pas candidat pour les bureaux. Scandalisé Binoté. S'il vous plaît, s'il vous plaît. L'UDPS vivant. Je m'attendais à cette réaction. Finalement, procédant comme il sait le faire, Augustin Kabouya finit par convaincre. L'objectif, c'est de travailler à la conservation du pouvoir. Ngai nazaso bati. Pone Sabino Makamboana. Makambo nazoeb Sabino naebile pourquoi naeb Sabino elokowana. Parti oyo ndeko faire face na batunyo so bazako comploter. Nous avons 75 députés pour l'UDPS. Nako convoqué tous les députés nationaux oya parti toko sololana bango. De façon que toi aligné mon tour. Bon mon ma bété. Je reste député, c'est pour protéger le parti et le régime. Être membre du bureau, aux un pouvoir moko limité. En tout cas, c'est pour mes intérêts. Mais je vous dis, je ne vois pas mes intérêts. Je vois l'intérêt de l'UDPS et du chef de l'État. Deux à la vigilance. Baya pour distraire Binoté. Il est 19h passé au temple de la démocratie et c'est la fin de la causerie morale. Et c'est dans une ambiance bon enfant que Augustin Kabouya s'est séparé d'avec cette représentation de la base du parti. Alors, monsieur l'abbé Marcel Kabongo, vous le savez, les musulmans du monde entier ont terminé, donc ont clôturé leur jeûne. Donc, c'était la fin du Ramadan. Vous êtes théologien, un mot? J'étais content et je félicite tous les musulmans qui ont répondu de manière rigoureuse et disciplinée à cet appel de l'islam. Et surtout, je leur demande de continuer à faire confiance à Allah. Pour qu'ils continuent à les protéger, mais surtout qu'ils fassent de l'islam une religion, comme toujours, une religion de paix, une religion pour le développement de notre pays. L'islam, c'est... Pourquoi cet appel qu'ils fassent de... C'est parce qu'à un moment donné, ils étaient minés par des divisions internes. Je crois que le chef de l'État était passé pour les appeler à l'unité. Je me rappelle même qu'il disait, même dans le livre, je l'ai dit dans le livre, et il disait Allah est un, et ceux qui doivent l'adorer doivent rester un aussi. Je pense que maintenant il y a eu certainement de l'harmonie. L'islam, c'est une grande religion. Et je crois les relations entre l'islam et l'église catholique, à un moment on disait c'était tendu. Bon, au niveau de l'église catholique, nous avons tout un dicaster pour les religions. Donc pour le dialogue avec les autres religions. Et c'est d'ailleurs ça mon domaine de recherche. L'église, aujourd'hui, l'église catholique a toujours cherché la paix. Parce que le Christ reste le prince de la paix.
Et le Christ ne s'oppose pas à Mahomet, le Christ appelle tout le monde vers lui pour qu'il puisse, comme le dit Saint Paul, faire la récapitulation de l'histoire de l'humanité vers Dieu le Père. Donc les relations entre l'islam et l'Église et le christianisme, départ dans plusieurs régions, sont bonnes. Mais je sais qu'il y a des zones où c'est tendu, avec des accointances politiques. Mais sinon, l'Église prône les dialogues avec les autres religions, notamment l'islam, le judaïsme et d'autres grandes religions à travers le monde. Alors, selon vous, quel est l'élément où, où se situe le vrai problème en ce qui concerne les embouteillages dans la capitale de la RDC, qui devient de plus en plus presque invivable selon plusieurs observateurs? Ce n'est pas simplement le problème d'embouteillage, mais le problème global de la RDC, c'est le problème de la rationalité. Vous insistez toujours sur la rationalité. Je veux vous le démontrer. Et quand vous prenez toutes les universités aujourd'hui, toutes les facultés de pensée, comme la philosophie, la théologie, l'anthropologie, la sociologie, ce sont des facultés qui essaient de comprendre l'homme, le comportement humain, la psychologie. Vous allez trouver qu'il n'y a pas beaucoup de candidats. Tout le monde veut être médecin, tout le monde veut être et ces derniers temps, tout le monde veut être politique. Alors, tout le monde veut être politique. Ça fait que cette carence de la rationalité s'est fait sentir au niveau des institutions. Allez dans les cabinets des ministres. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui ne veulent pas faire la philosophie ou la théologie. Vous dites, mais si je fais la théologie, qui va m'embaucher? Alors que ce sont des disciplines de pensée, disciplines de l'intelligence. Alors, je prends les cas d'embouteillage pour vous montrer qu'il n'y a pas de rationalité du tout. Il n'y en a pas du tout. Nous avons les problèmes d'embouteillage, ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps? Ça fait des années que nous avons les problèmes d'embouteillage. Mais quelle est cette société qui est incapable de résoudre un problème pendant plus de 20 ans? Mais on a l'impression de vouloir résoudre le problème, mais dans les faits, c'est pas ça. En faisant quoi? On a même des drones. Les drones pour... les discours politiciens, c'est bien. Vous voyez, quand on était enfant, quand vous pleurez, votre maman ou votre grand frère vient, il dessine pour vous un véhicule sur un papier, vous dit voilà votre véhicule. J'ai l'impression que c'est à ces jeux que jouent les politiciens. Vous vous rappelez que du temps de Kabila, on nous avait promis les métros ici à Kinshasa. Les 5 chantiers de la... D'abord, on a commencé avec les 5 chantiers, et puis c'était la révolution de la modernité. Où est-ce que nous en sommes? C'est parce qu'on sait que le peuple est abruti. On a essayé de... On a abruti le peuple. On l'a maintenu dans l'ignorance. On empêche le peuple de réfléchir. Et quand tu fais le tour de la ville de Kinshasa, qu'est-ce que vous trouvez? Vous trouvez les bars, vous trouvez les églises et vous trouvez la saleté. Ça, ce sont les 3 critères pour... Donc c'est ça l'image aujourd'hui de Kinshasa, qui est label? Bon, la belle, je ne sais pas, peut-être pour ceux qui sont à la Gombe, mais nous qui côtoyons le peuple, le bas peuple... Donc, qui hier la belle, en fait? Alors, les embouteillages, c'est un fait social. C'est vrai, on va vous dire que non, même en Europe, il y en a... Mais c'est vrai. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait des embouteillages? C'est la question qu'on doit se poser. Et regardez les comportements. Moi, d'ailleurs, d'après mon analyse, d'après l'observation que j'ai déjà faite, les embouteillages sont créés par des catégories de personnes. La première, ce sont les policiers routiers. Ils créent des embouteillages de manière consciente afin de rançonner les chauffeurs. Ça, il y a des vidéos, on a déjà vu beaucoup de vidéos dans ce sens. Et la deuxième catégorie? La deuxième catégorie, c'est l'éducation des chauffeurs. Excusez-moi les termes, 90% de nos chauffeurs ne sont pas éduqués. Je parle de l'éducation, je ne parle pas de la formation. Mais les autorités qui prennent aussi des sens uniques? Ça manque encore de cohérence, ça manque de rationalité. Quand on est au bout, quand on ne veut pas réfléchir, on va se comporter comme tout bandit. On va se comporter comme ça. Parce que s'il y avait de la cohérence, s'il y avait de la rationalité, on trouverait une solution durable que de faire des détours. Autorité politico-administrative. Mais c'est justement... Même les hommes en uniforme aussi. Hein. Non, aujourd'hui, on a maintenant compris... C'est pourquoi tout le monde veut être chef au Congo. Tout le monde veut être chef parce que dans le bas peuple, il n'y a pas d'espace vital, sérieux. Il n'y a pas d'espace pour vivre. Alors, parce que quand il y a des embouteillages, vous êtes stressé,
Il faut être un colonel, un général, un ministre, un cousin des ministres. Et là, quand ils prennent les sens uniques, là, ils ne regardent pas ceux qui sont à côté. Ça, c'est... Avec des gyrophares, surtout, cette histoire. On ne sait même plus qui est qui dans ces pays. La masse va rester comme ça, parce qu'elle est abrutie, elle ne réfléchit pas. Vous avez déjà vu les gens se révolter parce qu'une autorité a fait un sens unique? Personne. Qui va se révolter? C'est une population abrutie. C'est une population. Et parfois, ils créent même des embouteillages, parce que, pas seulement des embouteillages, ils créent même des accidents, parce qu'il y a des gens qui ne maîtrisent pas le volant, mais façant leur cortège viennent, mais en tout cas, comment résoudre ce problème? Pour résoudre le problème des embouteillages, cette histoire des gyrophares, tout le monde... Je vais vous raconter une scène. Nous sommes en 2004, je crois, 2004-2003. On est au niveau des Saint-Louis. Un embouteillage monstre. Là, c'est en 2004. En 2004. Mais, à un moment donné, il y avait le cortège du vice-président, Azarias, qui devait passer. Dans moins de 30 secondes, la route était dégagée. Alors, j'ai posé la question à un ami qui m'accompagne. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui fait que dans moins d'une minute, le vice-président est passé? C'est un individu. Il parvient à passer. Mais nous avons fait, toutes ces milliers de gens ont fait presque 1h30. Mais même quand la ville Kinshasa doit accueillir des autorités, quand on voit les Banamura, la garde républicaine qui est déployée pour réguler la circulation, mais les gens roulent sans problème. Très bien. Mais c'est pourquoi je dis que ça manque de cohérence, ça manque d'intelligence, ça manque de rationalité, ça manque de... Si aujourd'hui, on sait que dans la psychologie congolaise, le Moura peut être une solution pour éviter les embouteillages. Mais pourquoi on ne peut pas détacher une cellule de Moura, les mettre dans des coins sensibles qui créent les embouteillages? Et même à défaut, jouer avec la psychologie des Congolais, prendre les policiers bien formés, leur doter d'une tenue spéciale pour les mettre. Parce que, en fait, quand la population n'a pas peur de la police, faut jouer avec la psychologie. C'est de la jungle. Alors, il faut aider le peuple à faire faites avancer le peuple dans la direction qu'il veut. Vous voyez? On sait qu'au Congo, on ne craint que les Mours. Quand les Mours sont là, il n'y a pas d'embouteillage. Mais vous ne trouvez pas que c'est vraiment dangereux si les hommes en uniforme n'ont plus, la population n'a plus de considération pour ces hommes en uniforme, alors que ce sont les hommes en uniforme qui sont dans l'obligation de sécuriser. Votre réaction face à cette histoire où on voit maintenant, ce sont les agents de la police nationale congolaise qui sont pour la régulation de la circulation avec des smartphones? Le Congo, c'est un pays où tout est possible. Donc vous vous réveillez le matin, vous assistez à un événement qui devient une habitude. Et mais vous vous demandez... Les conducteurs sont vraiment en insécurité. Vous vous demandez l'origine, vous vous demandez les objectifs, vous vous demandez qui en est l'auteur exact. Parce que si vous demandez aux policiers, qui vous a autorisé de filmer les gens? Non, il semblerait qu'on leur a donné des téléphones. D'accord, on leur a donné des téléphones pour filmer les gens. C'est pour en faire quoi? Mais qui aussi filmé? Prenons même que vous avez filmé une trentaine de chauffeurs. Et puis ils sont partis. Vous allez faire quoi avec les vidéos? Certainement on va... Ça c'est manquer d'intelligence pratique. Vous voyez? Platon fait la différence entre l'intelligence comme capacité de réfléchir et l'intelligence, ce qu'il appelle les phronosis, comme capacité de vie. Ouais. Vous demandez, vous prenez les téléphones, vous donnez aux policiers, filmez les chauffeurs. Ok, on les a filmés. Alors après, on fait quoi? Ça va résoudre quel problème? Est-ce que vous pensez que les chauffeurs auront peur de... On a aussi les drones. Je pense qu'il y a mieux à faire que ça. On dit on va mettre les drones pour voir les embouteillages. Non, les embouteillages, les drones ne peuvent jamais résoudre les problèmes d'embouteillage. Ça, c'est un mensonge national. C'est un mensonge national. Les drones vont résoudre quoi? Supposons que les drones vous ont dit qu'il y a l'embouteillage telle part. Vous allez faire quoi? Vous avez quel moyen pour vous déplacer de là où les drones ont envoyé des signaux et là vous êtes? Alors, un mot, comment est-ce que vous trouvez le travail avec l'actuel commissaire, bien sûr, de la police nationale congolaise ville de Kinshasa, commissaire Blaise Kilimbalimba?
Je l'ai suivi une fois sur Top Congo et il disait que son bilan était largement positif. Je me disais, parce que j'étais dans un véhicule, je me disais que c'est encore une fois un manque de considération pour la population. Parce que comme numéro 1 de la sécurité de la population, le vrai miroir pour apprécier votre travail, c'est le peuple lui-même. Le général, pour qui j'ai beaucoup de respect pour sa carrière honorable, devrait interroger, ces services devraient questionner la population. La délinquance juvénile appelée Koulouna, est-ce que c'est en hausse ou c'est en baisse? Son travail, le bilan qu'il tire, il tire dans quel coin de la partie? Dans quel coin de la capitale? Parce que nous avons quand même des coins insécurisés jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, il y a l'opération Black Panther que j'ai vu. On va voir les résultats. On a essayé de créer encore, comme on aime toujours innover, inventer des choses. Je pense que les généraux pouvaient mieux faire de questionner la population. Que c'est de. Alors, en quelques mots, avant de prendre ce troisième dossier, le bilan de Peter Kazadi en tant que ministre. Mitigé. C'est un bilan très mitigé. Je sais qu'il l'a déçu. Oui. Il essaie de faire, peut-être sur le plan administratif, il essaie de faire mieux les choses, mais sur le terrain, les résultats ne viennent pas. Mais les Koulouna sont là, la criminalité, elle est toujours là. Il va me dire qu'on ne va pas résoudre l'activité dans un jour. Non. Quand on a quelqu'un comme lui, c'est un produit de l'UDPS, on a lutté pendant plus de 30 ans pour accéder au pouvoir, et dès qu'on accède au pouvoir, on suppose qu'on a, on a des idées claires. On ne vient pas au pouvoir pour commencer à prendre le pouvoir. Donc lui, il est venu apprendre. Je ne dis pas qu'il est venu apprendre, mais je crois que ces résultats sont mitigés. Madame, messieurs, prenons ce troisième dossier de notre rendez-vous de la semaine. Vous le savez, le peuple congolais, comme l'extérieur, attendent impatiemment le prochain gouvernement avec Judith Toulouka. Ce soir que nous avons reçu une invitation de son Excellence Madame la Première Ministre en tant que membre du Présidium de l'Union Sacrée. Et cet échange a consisté à avoir ses orientations sur les futures étapes qui nous attendent, du moins en tout cas les consultations des forces politiques. Et donc, on a eu le temps d'échanger sur ces étapes que je viens de mentionner. Et il faut simplement maintenant attendre que nous revenions ici avec nos forces politiques respectives pour la suite de ces échanges. Et je pense que ça sera à cette occasion qu'on aura encore à livrer plus sur le message et le contenu des orientations qui nous ont été données par Madame la Première ministre. Des échanges toujours très courtoises et nous sommes maintenant à l'attente de l'invitation qui nous sera lancée. Nous, en tout cas, comme Dynamique Agissons et Bâtissons, que je représente comme force politique au sein de l'Union Sacrée de la Nation. Et donc, on se dit rendez-vous pour ce jour-là. Merci. Un vendredi chargé, mais spécial pour le patron de la territoriale en RDC. Après honneur par la police, Peter Kazadi occupe son bureau pour un court moment avant de revenir au rez-de-chaussée pour y accueillir son homologue de la République du Congo. Après une courte visite suivie d'un bref échange au bureau de travail du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur de la RDC, le ministre Raymond Zéphirin Boulou ne s'est pas empêché de jeter des fleurs sur Maître Peter Kazadi. C'est d'abord l'accueil. Vous savez que avec le VPM, les relations sont excellentes. D'abord entre nos deux pays et nous aussi les responsables, les ministres, nous avons de très bonnes relations. Et donc cet accueil ce matin, c'est exact, c'est l'accueil d'un ministre de l'Intérieur. Profitant de l'occasion, Zéphirin Boulou a salué également l'excellence des rapports entre la RDC et le Congo-Brazzaville dans leur volonté de régler pacifiquement les problèmes de sécurité dans leurs frontières communes. Et nous avons institué, nos deux chefs d'État avaient institué il y a fort longtemps une commission qu'on appelle Commission Défense et Sécurité,
Et donc tous les problèmes de défense, tous les problèmes de sécurité, tous les problèmes de frontières sont réglés au cours des retrouvailles de cette commission. Et donc comme entre nos deux pays, il y a toujours des problèmes des frontières sur les eaux, en ce moment précis, il y a quelques difficultés vers Makotipoko, Bouemba, en face de Bolobo. Et donc il était tout à fait important pour nous de nous concerter et de régler certains problèmes au lieu qu'il y ait. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi Kankonde, a quant à lui exprimé sa satisfaction d'avoir reçu pour la première fois son homologue chez lui. À plusieurs reprises, il m'a reçu à Brazzaville. Aujourd'hui, c'est la première fois que je le reçois ici au bureau. Je ne peux qu'être content. Avant de s'en aller, le ministre Raymond Zéphirin Boulou a émis le vœu de voir la RDC convoquer très rapidement la Commission Défense et Sécurité en vue de la poursuite des travaux de résolution de problèmes frontaliers entre la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville. Voilà l'objet et nous pensons que la RDC va convoquer le plus rapidement possible la Commission Défense et Sécurité. Mais sa simplicité et son engagement à résoudre les problèmes. Son engagement. Et à tout moment, je vous dis que, pour ne pas dire 24 heures sur 24, moindre problème, le ministre de l'Intérieur, le VPM, me saisit, même nuitamment. C'est pour cela que vous constatez que tout est bon entre nos deux pays. Signalons que les responsables de la police nationale congolaise, dont notamment les commissaires divisionnaires adjoints Abba Van Hang, François Xavier, les généraux Blaise Kilimbalimba et Patience Mouché-Diave, étaient aussi présents lors de cette visite du ministre du Congo-Brazzaville. Alors, Marcel Kebongo, Monsieur l'abbé, comment est-ce que vous voyez la ville de Kinshasa? Vous avez bien sûr décrit ici le mot qui caractérise aujourd'hui la capitale de l'RDC. Alors, la CENI s'apprête à organiser des élections pour le prochain locateur de l'hôtel de ville de Kinshasa. Vous voyez déjà plusieurs candidats dans la course, notamment le choix de l'Union sacrée de la nation, mais aussi Deo Kassongo qui est dans la course. Quel profil? Pour le rationnel que vous cherchez, bien sûr. Hein? Je pense que nous devons d'abord tirer des leçons du passé. Nous avons eu le gouverneur Kimbuta, on connaît les bilans, on connaît dans quel état il a laissé la province. Nous venons de passer plus ou moins 5 ans avec Gentini Ngobila. Je pense que tout le monde, à moins même les aveugles, pressentent qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. La saleté partout, les désordres, l'anarchie. Et maintenant, sur les deux candidats qui sont en course au niveau de l'Union sacrée, notamment Deo Kassongo et... Deo Kassongo se présente, si je ne me trompe pas, comme un indépendant. Un indépendant, oui. Et justement, et Daniel Mumba. Daniel qui est le ticket de l'Union sacrée. Je pense qu'en âme et conscience, je ne fais pas de la publicité à quelqu'un, mais je pense qu'à mon niveau et dans mon approche, Daniel serait le candidat idéal. Il est vraiment le candidat idéal. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que certains pensent que c'est Deo, il s'est démarqué dans plusieurs choses, dans la gestion de ce qu'il est en train de faire. Bon, c'est dans les observateurs qui estiment que Daniel n'a rien à apporter pour la ville, pour le développement de la ville. Vous savez, une des fautes, une des erreurs graves commises par Joseph Kabila, c'était d'avoir amené sur la scène politique des commerçants. On voulait dire que les commerçants... Des gens qui étaient des commerçants, il leur a donné des postes au niveau du gouvernorat des provinces. Les commerçants, ce ne sont pas des bons candidats pour... Attention. Hein? Ce ne sont pas des bons candidats en politique. Les commerçants, dans leur tête, il n'y a qu'un seul mot, c'est l'argent. En dehors, un commerçant, en dehors de l'argent, du gain, il n'y a rien du tout. Ah donc, Deo, comme il est commerçant, c'est ça, vous voulez dire? Je ne veux pas... vous ne parlez pas de lui, mais... Je me dis, je crois que Daniel, c'est pour moi le candidat idéal par rapport à la personne, pour Kinshasa. Je le dis. Vous les connaissez?
Oui, je connais Daniel. Nous avons travaillé avec lui il y a quelques années, dans les années 2002 et 2003. Nous étions dans une organisation non gouvernementale, bonne gouvernance et des droits humains. Et là, j'ai eu la chance de connaître la personne. Je peux citer d'autres avec qui nous étions à l'époque. C'était une. Quelle autre figure était avec vous? Oui, oui, Israël Moutala, qui est chez, je crois, 7 sur 7, je crois. Oui, 7 sur 7. 7 sur 7. Il y a le juge Maître Sylvain Loumou, qui est à la Cour constitutionnelle. Il y a un grand avocat, un brillant avocat, Maître Obed Kayembe. Nous étions un groupe d'une dizaine de jeunes. Mais les personnes que vous avez citées, ce sont quand même des personnes avec... oui, mais il y a Joseph Kabon qui est à la maison civile. Daniel était de nôtre. C'était lui, d'ailleurs, je peux dire, les gestionnaires du groupe, parce qu'il nous avait aidé à rationaliser nos recettes, nos économies. Mais très positif. Donc, vous voulez nous dire que lorsqu'on est fidèle dans les petites choses, il les sera dans les grandes choses. D'abord, c'est quelqu'un de très loyal, très professionnel dans ce qu'il fait, mais surtout, c'est un vrai croyant. C'est vraiment un croyant, c'est quelqu'un qui prie, il est chez Branham, je le connais, c'est quelqu'un qui prie, et je crois que la province a besoin de ça. Quelqu'un qui prie va vite comprendre qu'il y a la saleté, et la saleté, c'est l'allié du démon. Mais quand vous mettez un commerçant, il ne verra jamais la saleté, lui, il ne verra que son argent. Moi, je demande vraiment que nous prions tout ce qu'il passe, parce que c'est pour moi une personne idéale, au moins parmi les deux, et une personne idéale pour relever... Et il y a eu même ces menaces du secrétaire général du parti présidentiel qui a menacé le député provinciaux. Les députés provinciaux, je ne sais pas par quel format ils sont devenus députés provinciaux. S'ils sont devenus par le label de l'UDPS, je crois que la politique oblige une certaine loyauté. Vous devez rester loyal et respecter les principes du parti. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas réfléchir plus que votre parti politique. Vous êtes dicté par le parti. Pas dicté, mais orienté par le parti. Ouais. Je crois que Augustin, le secrétaire général du parti, il a quand même porté une veste un peu plus grande dernièrement pour être les formateurs. Ça vous demande beaucoup de tact, beaucoup de diligence, beaucoup de finesse pour aborder toutes les tendances, les diverses tendances congolaises au niveau de la politique. Et quand vous avez un homme comme ça qui vous dit que la personne idéale pour la province, c'est là, je ne vois pas pourquoi vous pouvez vous opposer. Et même si vous pouvez vous opposer, faites-le à l'interne. Avancez des arguments. Il ne faut pas que ça devienne un combat ouvert. Parce qu'au finish, c'est le parti qui gagne toujours. Alors, vous, là, certainement aussi, vous attendez la sortie du prochain gouvernement, Judith Toulouka, qui a commencé les consultations. Moi, je n'attends pas la sortie du gouvernement. Ah, vous n'attendez pas? Je ne l'attends pas. Pourquoi? Parce que il y a, comme je dis, comme les problèmes, comme je connais les vrais problèmes, même si on sortait le gouvernement aujourd'hui, il sera investi quand? Au mois de juillet. Il faut attendre que les bureaux définitifs soient aussi installés. Donc les gens qui font... C'est pourquoi je dis que ça manque de rationalité. On ne voit pas les choses de manière globale. On voit des choses de manière isolée, détachée du système. Et quand vous isolez un élément du système, il perd son sens et son efficacité. Les gens s'agitent pour qu'il y ait un gouvernement. Ok, ils veulent le gouvernement, ils veulent les noms des gens. Parce que c'est ça le problème. Quand on dit nous voulons le gouvernement, c'est-à-dire nous voulons voir des gens qui travaillent, qui passent directement au travail. Or, même si Madame la Première ministre, que je félicite en passant, sortait son gouvernement aujourd'hui, ce gouvernement ne sera investi que vers le mois de juillet. Parce qu'il faut attendre que les bureaux définitifs du Parlement soient élus, afin qu'ils puissent eux aussi à leur tour investir les gouvernements. Donc les gens s'agitent pour les noms. Mais les gens s'inquiètent quand même, disent mais pourquoi ça doit tarder comme ça? Non, mais les vrais problèmes, ce n'est pas celui-là. C'est parce qu'on se pose une mauvaise question qu'on veut attendre une bonne réponse. Pourquoi ça traîne? C'est parce que la Constitution le veut ainsi. Non, la Constitution et les vrais problèmes aujourd'hui, la rationalité, la raison raisonnante, nous impose à modifier de manière urgente cette Constitution. Posez la question à tous les politiques. Qui a écrit la Constitution congolaise? Qui a écrit cette Constitution? Qui a écrit un document qui est devenu un poids pour la population congolaise? C'est devenu même le poids, c'est devenu un poids même pour les chefs de l'État. Regardez aujourd'hui regardez pour nommer les provinces, pour les élections des gouverneurs des provinces.
Mais ça devient une source d'argent. C'est de l'argent, c'est de la corruption. Et tout le monde le sait, mais personne ne parle. Je pense qu'il n'y a pas autre chose pour le chef de l'État, et ça je lui demande, qu'il laisse de côté les racontars de gens. Il doit, dès la mise en place du gouvernement, passer à la modification urgente de la Constitution. Modification urgente de la Constitution. Urgente, nécessaire, ça ne va pas créer utile, des troubles pour dire qu'il va s'éterniser au pouvoir, parce qu'on se rappelle quand même lors d'un meeting, Augustin Kabouya qui disait que... Qui vous a dit que Félix Tshisekedi va partir? Madame Noëlla. C'est ça le schéma que vous voulez? Dites-moi un seul philosophe, un seul, je ne sais pas si vous les connaissez, un seul philosophe, un seul connaisseur de la politique qui vous a déjà dit que la démocratie, c'est le meilleur système de gouvernance. C'est pas ça? C'est pas ça. Alors, madame, messieurs, on prend ce dernier dossier pour parler de la situation dans la partie est de la RDC. Un camp des militaires de la communauté pour le développement de l'Afrique australe déployé dans l'est de la République démocratique du Congo ont été pris pour cible d'un tir mortel d'un mortier. Selon un communiqué de la SADC qui livre l'information mais qui ne cite pas les présumés auteurs de cet incendie, 3 militaires sont morts et 3 autres ont été blessés lorsqu'un obus tombait sur leur camp. Ces militaires sont des nationalités tanzaniennes et sud-africaines. Présentant ses condoléances au gouvernement sud-africain et tanzanien pour ses pertes et souhaitant un propre rétablissement aux blessés, la SADC qui rappelle que ces soldats sont déployés dans le Nord Kivu dans le cadre d'une réponse régionale à la situation sécuritaire instable qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo, affirme qu'elle reste déterminée et assurer son mandat dans le cadre du pacte de défense mutuelle signé en 2003. Venus pour combattre les groupes armés actifs dans l'est de la RDC, les soldats de la mission de la SADC sont de plus en plus pris pour cible des tirs rebelles. C'est pour la 2e fois qu'un camp de ces militaires est visé par les tirs d'obus. C'est pour la 2e fois qu'un camp de ces militaires est visé par les tirs des mortiers. Rappelons que cet incident a eu lieu pendant que la présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu, et son homologue Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud sont en visite au Rwanda qui commémore le 30e anniversaire du génocide contre les Tutsis. L'AFDEL. Dans l'AFDEL, les Rwandais, la communauté internationale ont mis en avant Mzee Joseph Kabila ainsi que Kissa Sengandu, que vous connaissez les tristes mémoires. Le feu a été abattu en plein chemin. Et plus tard, ce Mzee Laurent Kabila qui sera abattu par les Rwandais, et ils ont pondu à la suite le regroupement auquel ils ont fait appel aux Congolais. C'est la même chose et l'histoire se répète. Après l'AFDEL, ils ont créé le RCD Goma, qui étaient les acteurs de RCD Goma. Ils ont mis les Congolais comme les profs Wamba Diawamba. On a assisté à la présence de Zaïdi Ngoma, d'Onusumba, de Denis Sesanga, de la mère Mende, et que sais-je encore. L'histoire se répète aujourd'hui avec les débauchages de Lengankoï, de Lubaya, Claudel, de Jacques Mamba, de Magie Noire et toute la jeunesse de PPRD. La liste est longue. On n'oubliera pas Pacha Saïba qui est le Rwandais mis à l'Ogefrem et dont l'argent partait au Rwanda pour alimenter les M23. Les Bobo Kabamba sont aussi cités. Et l'axe du malheur revient. Cette fois-ci, la répétition est encore très claire. Avec Joseph Kabila qui est cité, les choses deviennent de plus en plus très claires et ils sont nombreux. C'est ainsi que nous appelons
à la réhabilitation de la peine de mort pour ces traîtres. Oh, bazana mabuko na biso baza déjà misaki. Balongola kibe bateni na lopango ya moto X Kingani na ba arme na ba effet militaire etikala ki wana et nous avons tout récupéré et totiaki maboko na babomi wana bazana maboko ya justice pour enquête approfondie et justice na biso et pour ça là selon notre souhait audience publique pour que moto nyonso alande la dossier évolution ya dossier baimboka lilo bakona baimboka bagoma bazali kuduma Mikolo nous avons un phénomène au Wazalendo. Nous avons des déserteurs. Nous avons des gangs. Le pays va construire le Wazalendo. Nous gestion de la Bandefouana et Zala. Vraiment mieux encadré. Vous voyez le mouvement, il y a policiers, il y a soldats. La situation d'exercice n'est pas. Parce qu'il faut contrôler les missions à Zanango. Mondo qui wana a Zanango na mission nini. Nyonso wana tolobela ki yango na kati ya conseil provincial de sécurité et conseil. Alors, monsieur l'abbé Marcel Kabongo, est-ce que le rétablissement de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo passera par le rétablissement de la peine de mort? Si certaines personnes estiment qu'il n'y avait jamais des moratoires qui soient levés ou quoi, voilà. Donc, non, je pense que la situation de l'Est est une situation très globale et très complexe. Parce que la guerre... D'abord, qu'est-ce qui se passe à l'Est? Qu'est-ce qui se passe? Les gens ne savent pas ce qui se passe à l'Est. À l'Est, nous avons certains multinationales qui veulent se servir du Rwanda pour occuper nos terres. Deuxièmement, nous avons le Rwanda qui a ses envies expansionnistes pour prendre les terres congolaises et les annexer au Rwanda. C'est ça les deux grands problèmes. Alors, pour faire ce travail, ils sont aidés par les multinationales qui leur donnent des munitions, de l'argent et qui exploitent les minerais. À l'interne, nous avons un problème, c'est l'armée congolaise. Mais pour comprendre ce problème de l'armée congolaise aujourd'hui et tout ce qui se passe à l'Est, je crois que la question essentielle, c'est celle de savoir comment Joseph Kabila est devenu président en 2001. Ah, on doit revenir en 2001 pour comprendre la situation. Tous les problèmes commencent là. En 2001? Si on ne comprend pas comment et pourquoi Joseph Kabila devient président de la République, on ne comprendra jamais la suite des événements. C'est justement ça, parce qu'on manque de rationalité, on ne veut pas réfléchir. Parce que c'est avec le... Quand Joseph Kabila prend le pouvoir, il devient président, c'est de là que tous les rebelles entrent dans le gouvernement. Le RCD, le MLC. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Justement, c'est ça ce qui rend peut-être encore plus complexe et plus clair la situation. Alors, maintenant, nous avons le RCD, qui est pratiquement un caméléon qui change de couleur. Ça change, RCD, ça devient CNP, ça devient M23, et aujourd'hui, je ne sais pas, Alliance Fleuve Congo. Qu'est-ce que ces gens cherchent? Quelles sont leurs ambitions? Qu'est-ce qu'ils veulent au fond? Est-ce que ce sont des Congolais ou ce ne sont pas des Congolais? Point d'interrogation. Dans une conférence à Londres, il y a quelques années, le président congolais était très malin. Le président Félix Tshisekedi, il a dit, les Banyamulenge sont des Congolais. Mais on savait qu'à l'interne, il y avait un problème qui s'est posé sur la nationalité des Banyamulenge. Mais il leur a dit ça à Londres. Il a dit, c'était pour apaiser tout le monde. Mais la nationalité congolaise n'est pas simplement un titre, c'est pas un titre foncier. C'est un titre qu'on vous donne et qui vous impose des obligations et des devoirs. Quels sont les devoirs et les responsabilités de ces gens par rapport à la communauté congolaise? J'insiste parce que nous avons un problème de traître aujourd'hui à l'interne. Donc toutes les fois... Ils sont presque à tous les niveaux, dans les institutions, dans les partis politiques, dans l'armée. À tous les niveaux. Et le problème commence à ces niveaux. C'est en 2001 quand Joseph Kabila devient président. Je ne dis pas que c'est lui le problème. Parce que... Et le problème a commencé avec lui.
Avec son arrivée. C'est le fait qu'il soit simplement là de manière miraculeuse. Oui, parce qu'il devient quand même président de manière assez miraculeuse. Et aucun historien congolais, aucun philosophe congolais, au moins nous les philosophes, on se pose la question, les historiens n'en parlent pas. Les historiens, quels ont été les mécanismes qui ont poussé la classe politique à l'époque de faire du léger? Est-ce que c'était les Congolais, les politiciens congolais de l'époque, ou c'était une injection venue de l'extérieur? Ça, c'est une question fondamentale. C'est une question essentielle. C'est une question vitale pour l'histoire du Congo. Et la question de la guerre de l'Est, est-ce qu'elle va finir ou elle ne va pas finir? C'est très complexe. Le lever des moratoires, pour moi, c'est une partie de la solution. Une partie de la solution, même si les abolitionnistes ne sont pas d'accord avec cette décision. Mais d'abord, et même les abolitionnistes, ceux qui sont contre, ils proposent quoi? À la place, ils proposent quoi? Quand vous avez une trentaine de jeunes militaires... Mais parce qu'il a été démontré que la plupart de victimes ou des personnes qui ont été, à cause de cette peine de mort-là, ce sont plus des innocents. Mais écoutez, ça c'est de la blague. Les mêmes abolitionnistes, ils sont au moins d'accord avec les avortements. Mais ils sont d'accord, même les pays comme la France, comme la Belgique, ils sont d'accord avec les avortements. Ils ont officialisé l'avortement, qui est un crime contre les innocents. Un enfant tué dans le sein de sa maman a déjà commis quel crime? C'est une façon absurde d'aborder la question, de montrer que les Congolais sont irrationnels parce qu'il y a la peine de mort, on va tuer des gens de manière indistincte. Non, la peine de mort c'est pour les criminels, c'est pour les traîtres, ce n'est pas pour les innocents. Et ça, c'est un mensonge, encore une fois, un gros mensonge mis sur la place publique pour dérouter les consciences congolaises. Non, mais même pour dire que c'est un criminel, certainement, il faut qu'on puisse trouver vraiment des faits. Mais là où on craint, c'est quand même la justice, non? Parce que c'est la justice. La justice, c'est quoi? Vous voyez pourquoi on a un ministère de justice, mais tout le monde se plaint, il y a beaucoup de gens emprisonnés, même des innocents qui sont là, parce qu'on ne se pose pas de vrais problèmes. Quand vous prenez 30 militaires congolais, des jeunes qui ont sacrifié leur vie, leur carrière, sont allés faire la formation, ils sont au front, et ils sont trahis par un individu qui les livre en sacrifice. Ils sont tués. Parce que celui-ci doit avoir de l'argent, il doit avoir 50 000 $ du gouvernement rwandais ou de Paul Kagame. Et qu'est-ce que vous voulez de ces messieurs? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de ces messieurs? Qu'on applaudisse? Non, mais faites très attention. Vous êtes un serviteur, mais la Bible nous parle de la vie qui est... non, dans la Bible dit, d'ailleurs, il y a plusieurs séquences bibliques où on demande la lapidation. Lapidation, et c'est même plus cruel qu'une balle dans la gorge. Lapider quelqu'un... Alors nous sommes pratiquement à la fin de ce numéro. La MONUSCO est en train de plier bagage dans l'Est de la République démocratique du Congo, comme demandé par les Congolais de ce coin. Est-ce que l'armée congolaise est en mesure de sécuriser la population congolaise? On aime. Non, elle est déjà en mesure? Je crois que c'est précipité le départ? Non. Alors? D'abord, il serait même parti 10 ans avant. Ah, il devrait partir. J'ai vu des images de casques bleus au front avec des caméras. Au front. En appui au FARDC, avec des caméras. C'est quel type de militaire? C'est encore un mensonge de nous faire voir que le Congo n'a pas d'armée. Non, c'est faux. Nous avons une armée. Mais est-ce que l'option militaire est aujourd'hui encore décidée? Faites très attention parce que cette guerre est complexe. Cette guerre est complexe. Nous avons des ennemis à l'externe, mais aussi des ennemis à l'interne. L'armée congolaise a toujours fait ses preuves depuis l'histoire du Congo. Nous avons des références du général Maïle au Rwanda, nous avons des références des généraux qui ont fait... Le général Bayouma aussi, il avait marqué. Oui, nous avons les Mamadunda qui ont fait... Qu'on ne nous trompe pas que nous n'avons pas une armée. Nous avons une armée, alors, seulement elle est trahie. Alors, monsieur l'abbé Marcel Kabongo, vous êtes aussi amoureux du football. Un mot sur Kalamba qui se trouve dans un état critique, et ça sera vraiment la fin de cette émission, et vous allez également vous adresser à cette population qui a eu le plaisir de vous suivre aujourd'hui dans Info 7. Par rapport à Rainfo Kalamba que j'ai rencontré par 2 fois ici à Kinshasa, je suis très peiné. C'est vraiment un joueur très professionnel. Être capitaine d'une équipe nationale, c'est surtout des Mazembe.
porter les brassards chez Mazembe, ça relève de beaucoup d'exigences. Il faut être discipliné, il faut avoir du talent, il faut avoir du caractère. Les dernières nouvelles nous disent qu'il est dans un état stable. Nous lui transmettons toutes les énergies positives pour qu'il puisse se remettre. Et nous avons encore le football africain encore besoin de lui, surtout le football zambien. Pour le reste, je vous dis merci pour l'invitation. J'ai dit merci au peuple congolais qui nous écoute. Je demande surtout qu'il y ait de la rationalité dans ce que nous faisons. Je demande que le prochain gouvernement soit, qu'on ait autour de tous ces cadres, de toutes ces têtes qui seront certainement sélectionnées pour prendre la gouvernance de notre pays, qu'ils s'entourent des gens qui connaissent, qu'ils s'entourent des gens qui réfléchissent, pas simplement des gens assoiffés d'argent ou du pouvoir, non. Le Congo ne peut décoller que sur base d'une pensée positive, à la fois au niveau personnel qu'au niveau collectif. Alors, merci beaucoup à l'abbé Marcel Kabongo qui a accepté notre invitation et nous espérons que ce n'est pas la première et la dernière fois. Nous allons toujours vous retrouver sur le plateau d'Info 7. Madame, Messieurs, je rappelle que notre invité de ce dimanche, Monsieur l'abbé Marcel Kabongo, est philosophe, théologien, mais aussi écrivain, et son ouvrage Félix Tshisekedi Tshilombo, un pouvoir politique sous le prisme de la religion, sera donc lancé sur le marché incessamment, et donc j'ose croire que vous êtes déjà prêts à consommer sans modération cet ouvrage, surtout pour les chrétiens, parce que là, l'accent est mis sur la religion, le spirituel. Alors, merci à vous de nous avoir suivis ce dimanche. Comme d'habitude, n'hésitez pas de nous écrire, envoyer vos messages. Et je rappelle que le plateau des Info 7 reste ouvert à tout le monde. Toute personne qui se sent bien sûr capable de décortiquer l'actualité de la semaine sera toujours la bienvenue sur le plateau Info 7 de Congo Web Télévision. Je ne cesserai de le dire, Info 7 est une émission de Congo Web Télévision et c'est votre émission, donc c'est notre émission. Congo Web Télévision, la chaîne haute définition. Merci de rester fidèle sur cette chaîne et grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle de Congo Web Télévision. Et un grand merci au directeur général Gilbert Villadi, sans oublier le patron de Congo Web Télévision, Monsieur Gabriel Chabani. Au revoir et à la prochaine.